Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS, vidéo qui va concerner un véhicule d'original. Il faut être un original pour ne serait-ce que penser à songer à s'offrir une voiture pareille. Aujourd'hui, si vous tombez sur la vidéo, c'est soit vous êtes un abonné fidèle de la chaîne et je vous remercie pour toutes ces années de fidélité et ces voitures plus ou moins bizarres et étranges qu'on va montrer sur la chaîne encore et toujours chaque semaine. Si vous n'êtes pas un abonné de la chaîne, vous pouvez toujours vous abonner, ça ne coûtera pas plus cher à la fin de la vidéo. Et ça veut dire que vous êtes peut-être un original à chercher un véhicule atypique, peu commun. Et ce véhicule atypique et peu commun, c'est le Mitsubishi Space Star. Le Space Star chez Mitsubishi, donc c'est un nom commercial un peu comme la Clio. Cependant, chez Mitsubishi, le Space Star, des fois on le décline en citadine, des fois on le décline en mi-monospace, mi-break comme ici. Et certainement d'autres évolutions nominatives et d'autres évolutions de carrosserie pour cette voiture. Mitsubishi, de manière générale, on pense plutôt soit aux fans de jeux vidéo qui vont aimer Gran Turismo et entre autres vont sortir des Mitsubishi toutes plus originales les unes que les autres, aussi bien à 3000 GT, etc. Ça va parler également aux fans de rallye, entre les Colt et les lanceurs, évidemment. Et moi, comme je fais des choses un petit peu différentes, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de chaînes sur YouTube qui traitent, en tout cas en français, de la Mitsubishi Space Star. Et là, vous l'avez sous les yeux. En plus, c'est une 1,3 litre injection. Donc, quand on veut une voiture japonaise, souvent, on la prend en essence. On la prend avec un moteur multi-soupape atmosphérique. Je sais pas encore si ça prend 1 tonne de tours minute. Je sais pas si on a la qualité, comme chez Honda, du VTEC. Peut-être qu'on a un monospace de sport caché sous cette robe pour le moins inexistante. Et donc, allons-y pour l'essai de ce véhicule. Alors le Space Star de chez Mitsubishi, dans cette génération-là, c'est la Mitsubishi qui est sortie en 1998 pour le marché européen. Donc c'est un véhicule avec une carrière somme toute sommaire. Si je trouve les chiffres de vente, je vais l'écrire en dessous puisque je n'ai pas là la connaissance de ces chiffres. Le Space Star, c'est une déclinaison monospace ou break. C'est un peu entre les deux, mais je vais la qualifier de monospace, très en vogue à la fin des années 90. À la fin des années 90, évidemment, vous avez le Scénic, vous avez le Xara Picasso qui s'apprête à rentrer sur le marché. Vous avez le devenu célèbre pour diverses raisons du Fiat Multipla. Et vous avez certains Japonais qui commencent également à sentir que le monospace arrive en force, mais le monospace compact arrive en force chez nous en terre européenne, peut-être un petit peu moins chez eux. Donc ils essaient de faire des choses un petit peu différentes. Donc les Japonais ont souvent été friands dans ces années-là de carrosserie mi-break, mi-monospace. On peut penser au Toyota Picnic, qui est un petit peu un concurrent, mais qui est beaucoup plus grand que ce véhicule, qui fait à peine plus de 4 mètres en termes de longueur. Pour vous donner une idée, un Scénic première génération, c'est un petit peu plus grand. Et il faut savoir que, là, on le voit peut-être sur la vidéo, et quand on pense à la voiture, on n'y pense pas forcément. Mais là, le capot est très très long. Donc, alors que le Scénic, le capot de première génération, il est très courbé, contrairement à ce véhicule où on a un espace capot, on va dire, qui prend beaucoup de taille vis-à-vis de la longueur générale de cette voiture. Donc je reviens à mes petits monospaces japonais. On a donc ce Space Star qui sort, on a le Toyota Picnic qui est un petit peu plus grand, on a chez Mazda, on doit avoir le Premacy, et un petit peu après on a aussi les Coréens qui sont venus s'intercaler, et puis d'autres monospaces japonais plus ou moins exotiques et plus ou moins confidentiels qu'on a pu voir sur nos routes. Donc c'était des exécutions un petit peu particulières. On sent là dans le dessin qu'ils ne sont pas spécialistes de la chose. Le break ne se vendait plus à ce moment-là. Le break, ça faisait vraiment voiture un peu
de brocanteur où ça faisait la voiture vraiment archaïque. À ce moment-là, en tout cas, on voulait vraiment du monospace, donc ça représentait un peu la famille, l'évasion, l'espace, etc. Évidemment, lancé par différentes campagnes de pub très intéressantes. Et le monospace avait un certain nombre d'atouts, surtout dans les gros volumes, puisqu'on avait des fois des voitures dérivées de camionnettes et on pouvait énormément charger et faire place à des loisirs, puisque voilà, les GTI, à ce qui paraît, c'était plus du tout à la mode. Et donc ce Space Star, un dessin mélangé entre du classique et de l'original. En fait, il ressemble à rien. Alors ça fait un peu voiture de pub. Dans les pubs, là, les voitures sont totalement masquées. On essaye de les cacher, machin, pour je sais pas, pour pas reconnaître des Corsa ou des 206, enfin des voitures assez classiques et courantes chez nous. Moi, j'appelle ça des voitures de pub où voilà, on la voit là, on ne sait pas à quoi elle ressemble à rien la voiture, mais en même temps, il y a là ces traits qui sont un peu caractéristiques et elle ressemble un peu sur la face avant avec ses phares très pointus. C'est un mélange entre la Picnic et la Lancer à l'avant. Le côté, il n'y a pas grand chose à dire d'un point de vue du design, c'est assez basique. Les fenêtres sont très classiques, très carrées, il y a des barres de toit qui sont intégrées, il y a une peinture intégrale. Le moment de relâchement des designers s'est passé au niveau des feux arrière avec cette intégration de clignotants en forme ronde sur ces feux monoblocs. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire, c'est ni moche ni beau. On peut voir aussi ici le renflement de carrosserie, ils ont gonflé les ailes afin de donner un peu de muscle à ce dessin totalement carré de boîte à chaussures. Donc vous l'aurez compris, la Mitsubishi Space Star a peut-être eu une carrière très discrète, pas que par le réseau totalement absent de Mitsubishi en France et en Europe, le réseau de concessionnaires, mais peut-être aussi parce que le design, la tradition japonaise des années 90 avant le biodesign, ça faisait pas lever les foules. Il faut savoir que là, le modèle ici présenté, c'est un 2004, c'est une série limitée. Ici, vous avez le logo légèrement délavé de la voiture, c'est une série limitée Tribu. La Tribu, c'est une série spéciale qu'ils ont lancée sur les dernières séries de Space Star, puisque ici, vous avez le droit à une exclusive dernière série de Space Star de 2004, puisque le Space Star, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, a eu une carrière de 98 à 2004. Et avec deux motorisations, un 1,9 DID 100 chevaux et ce moteur 1,3 litre 85 chevaux. Et on a eu aussi un très confidentiel 1,6 litre 98 chevaux, je crois, ou 100 chevaux, qui apportait une dizaine de chevaux de plus. En tout cas, bon, le peu qu'on voit sur le marché, vous allez les retrouver comme ça avec des 1,3 litre essence ou 1,9 litre on va qualifier de TDI, même si c'est des moteurs d'origine Fiat dedans, enfin Opel. Donc bon, on va se concentrer aujourd'hui sur les versions essence. On peut aussi noter, avant que l'on parte sur la partie intérieure de la voiture, puisqu'il y a un monospace, c'est l'intérieur qui nous intéresse surtout, voir ce qu'il nous propose. Cet original, je trouve, garde-boue, qui retourne sur l'aile, ça fait une découpe assez étrange. Voilà, j'ai vu ça, c'était assez bizarre, j'ai pas vu ça souvent, mais bon, c'est comme ça. Cette grosse poignée monobloc nous donne pas une impression de solidité, mais en même temps c'est très fonctionnel et ça a l'air de marcher. Voilà, le système de ressort de la poignée est pas mal. Ça fait pas grosse poignée, grosse charnière, mais en même temps on va dire qu'à la japonaise ça fonctionne. Donc c'est déjà ce qu'on demande de manière essentielle à cette voiture. Alors ce monospace, ou un peu break, un peu monospace, donc concurrent du Scénic 1 pour représenter, on va dire, le fleuron français du monospace à l'époque. Donc on est sur cette concurrence de voitures. D'un point de vue, là comme ça, quand je regarde la voiture de cette manière-là, j'ai vraiment moins l'impression d'être en monospace que le Scénic. Le siège est implanté beaucoup plus bas. Alors l'ouverture de la porte est relativement grande, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Le design a l'air très simple, mais en tout cas, tout ce qui est siège avant, et après on va aller voir à l'arrière, mais les sièges avant sont implantés beaucoup plus bas. On a plutôt l'impression, quand on ouvre cette porte de voiture, d'être au volant d'un break. Enfin en tout cas là, à la position, on a vraiment l'impression d'être en break sur cette voiture. Visuellement, j'ai aussi la sensation que les sièges sont quand même très très gros sur cette voiture.
Ils m'ont l'air assez confortables, assez épais. Donc, bon, alors, évidemment, on va pas, a priori, tellement rigoler sur l'originalité du design intérieur de cette voiture à l'image de la partie extérieure. Ça semble, là, comme ça, fonctionnel. Et évidemment, la noirceur du tableau de bord est là pour donner une impression de qualité générale en termes de plastique. J'ai envie de vous dire, les plastiques, c'est comme souvent les voitures japonaises. On a l'impression que c'est bas de gamme, mais c'est pas si pire. Voilà, y a pas de, ça sonne ni creux ni épais, ça fait pas très luxe, mais là, au bout de toutes ces années, c'est toujours bien noir, bien brillant. Voilà, bon, la partie centrale est peut-être un peu plus basique, un peu plus classique. C'est très fonctionnel. Voilà, on va dire ça. Il n'y a pas d'autre mot que ça. Il n'y a rien de, encore une fois, il n'y a rien de sexy là-dedans. Peut-être que la partie la plus originale va se situer dans cet afficheur supérieur. Cet afficheur supérieur va quand même nous proposer la température extérieure, l'horloge, les informations liées à la radio ou au CD, la consommation moyenne de carburant. Là, cette consommation moyenne de 8,6 litres, c'est une consommation purement parisienne. Dans les bouchons, on ne peut pas faire pire. La réalité du Space Star, c'est plutôt autour de 7 litres au 100, entre 7 litres et 7 litres 5 au 100. Là, 8,6 litres, à moins de la fumée sur un circuit, je ne suis pas sûr qu'on puisse faire beaucoup mieux ou pire que ça en termes de consommation de carburant. On a une petite difficulté sur le bouton. On voudrait baisser le volume. Voilà. J'en profite pour montrer ce bel autoradio Mitsubishi Motors. Même si ce n'est pas les mêmes que sur les Pajero. En dessous, la climatisation manuelle très basique dans son fonctionnement. Hein. On peut voir les 3 boutons centraux ici sous le climatiseur avec les vitesses, les positions de ventilation et le réglage chaud-froid de la voiture. Ici, un premier rangement très basique. Et là en dessous, ici, on a, alors il est un peu abîmé là sur cette voiture, je galère un peu à l'ouvrir, je prends un tournevis machin pour l'ouvrir, mais ici en fait vous avez un cendrier et là la prise allume-cigare. Juste en dessous, vous avez 2 porte-gobelets, un rangement, un autre rangement ici, le porte-pièces, hop, entre le frein à main et un autre rangement en bas. Ça manque peut-être d'un accoudoir. Hormis ça, c'est assez classique, hein, pas d'originalité si ce n'est ce compteur et le compteur de vitesse, enfin le tableau de bord comme on pourrait l'appeler, est également très classique dans son exécution, avec de gauche à droite la jauge à carburant, le compteur de vitesse gradué à 200 km/h, donc généralement en termes de performance ça augure rien de très très bon. Le kilométrage en dessous, le contour, on a l'impression qu'il s'arrête à 6000. On m'a vendu des japonaises multi-soupapes qui prenaient des tonnes de tours minute. Là je me retrouve avec une bagnole qui va prendre 6000 tours, je trouve ça inacceptable. Et en dessous on va avoir une jauge, enfin sur la droite on va trouver la jauge de température d'eau. Encore une fois, rien de très exceptionnel de ce côté là. Autre originalité toute japonaise à la fin des années 90, ça n'existait quasiment plus à ce moment-là. La télécommande de déverrouillage est séparée de la clé de démarrage ou d'ouverture des portes. Boîte à gants classique, bien chargée de son manuel d'utilisation et autres carnets d'entretien. Voilà, rien d'exceptionnel. Par contre, ce qui me semble exceptionnel vis-à-vis du Scenic 1 sur cette Mitsubishi, c'est la qualité du siège. Et on a un siège mi-ferme, mi-mou, qui me prend bien jusqu'en haut des épaules. Là, tout ça, là, c'est très carré, c'est très confortable. Pareil, au niveau de l'assise, là, le bourrelet, il est vraiment bien foutu. Et la longueur du siège, on peut voir ici, ça vient quasiment jusqu'au bout derrière mon genou. Franchement, pour un monospace bas de gamme, hein, entre guillemets, le Scenic peut aller se rhabiller, le Zafira peut aller se rhabiller, le Premacy aussi. Le Picnic, je m'en souviens pas, c'est très très vieux. Le Xara Picasso, il peut aller se rhabiller aussi. C'est le meilleur siège de monospace compact des années 90. Hein. Franchement, là, on est vraiment très agréablement installé dans cette voiture. C'est vraiment très bien. En plus, mon célèbre genou droit, il vit. Il peut pousser, il n'y a pas de souci.
Et le genou gauche également, il est très bien installé malgré la fermeture de la porte assez conséquente. Donc là vraiment c'est une bonne surprise de ce côté-là. Je suis extrêmement bien installé dans mon siège. Il est ni trop ferme ni trop mou. Il me prend bien au niveau des épaules, au niveau jusqu'à l'arrière des genoux. Franchement, le siège pour une voiture assez basique, assez bas de gamme, hein, en 2004, c'était même pas 14 000 € cette voiture. Vraiment pas cher. Il n'y a pas beaucoup mieux sur le marché. Très franchement, on est vraiment servi de ce côté-là. Et quand on a un siège pareil, moi franchement, j'accepte d'avoir un tableau de bord assez basique et pas très marrant. Je ne sais pas si je vais accepter le contour à faible indication. Ensuite, la rétrovision pour notre monospace, elle est juste parfaite. Là, on peut voir que le PTS est inscrit en très très grand dans notre rétroviseur. Donc, on a une très bonne visibilité vers l'arrière. Il est asphérique, donc aucun souci. On aura la même chose de l'autre côté. Là, la porte est ouverte à cause de la caméra, mais on aura la même chose de l'autre côté. Les vitres sont très grandes, donc aucun problème. Le montant de pare-brise un petit peu large, mais franchement rien de choquant. La vision périphérique est extrêmement bonne. Les vitres teintées ne nous gênent pas. Les gros appuis-tête arrière à la manière des Chrysler Voyager ne nous gênent pas parce qu'il y a un beau trou au milieu, donc les appuis-tête sont percés, donc on est tranquille. Troisième petite vitre qui a toute son importance dans les angles morts. Du sans faute de ce côté-là, on est vraiment agréablement surpris, gâté avec cette voiture. Je suis ravi et heureux. On va procéder immédiatement au test de l'ouverture de la vitre à manivelle, évidemment, parce que nous, on est des sportifs. Et donc, cette vitre arrière s'ouvre à 80%, je dirais. Donc, normal vu la découpe de la porte arrière. Rien d'exceptionnel. On préfère quand la vitre s'ouvre jusqu'en bas. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas ici. Après, pour le reste, c'est comme à l'avant. Donc, simplement un bout de tissu et un bout de plastique qui va recouvrer le panneau de porte. On a la même sauce à l'arrière. L'accès à bord, alors je trouve, au contraire de l'avant, où là, on peut voir que l'ouverture de la porte est assez importante, assez épaisse. On peut voir de ce côté-ci que l'ouverture de la porte est beaucoup plus étroite. Malgré tout, c'est pas si mal. Alors là, je suis côté passager. Je vais aller côté conducteur pour respecter mes habitudes. Et je dois dire que c'est comme sur la partie arrière, c'est comme sur la partie avant. J'ai un excellent siège. Alors c'est une 5 places, hein, cette voiture. Mais à 4, on sera très confort. La banquette, elle sera plutôt très bien accueillante. Le siège est mi-mou, mi-ferme, c'est parfait. La longueur est très bonne également. Là, ça va également quasiment derrière. Mes pieds, ils vont à 3 km sous le siège. Franchement, c'est quasiment du sans faute. Je pourrais juste reprocher à ça. Je suis ému par cette qualité de voiture. Franchement, limousine. Mes pieds, franchement, je suis allongé. Je suis allongé, hein, je mens pas. Je fais la même chose, hein, toujours. Mon siège est réglé toujours de la même façon. Franchement, là, il y a 3 km de place à l'arrière. C'est magique. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est magique. En plus de ça, donc je suis très bien installé. A4, A5, on serait un peu à l'étroit. Il y a un petit reproche que je pourrais faire à cette voiture. Parce qu'il faut trouver toujours quelque chose à dire et c'est jamais parfait. C'est que le siège arrière est au même niveau de hauteur que le siège avant. Donc pour les plus malades d'entre nous à l'arrière des voitures, il pourra également être toujours un petit peu malade. Il sera toujours un petit peu contraint par ça. Les monospaces avaient lancé cette mode des voitures un peu plus hautes à l'arrière. Et cette voiture ne répond pas à ça. Malheureusement, elle est à la mode des années 90. Moi, ça ne me choque pas. J'aime les voitures de ces années-là. Donc, je ne suis pas perturbé. On pourrait dire que ce serait le seul défaut à décrire sur cette voiture. L'appui-tête est énorme, grosso modo, c'est ce que je vois là si j'ai ma tête droite. Par contre, à l'arrière, aucun souci. On est tranquille. Point de cendrier hein, également dans cette voiture. À l'arrière, on n'accepte pas les fumeurs. Donc, c'est plutôt,
franchement, c'est plutôt une bonne surprise cette voiture. L'encombrement extérieur ne reflète pas, je dirais, la possibilité de place à l'intérieur. Je suis très très surpris par cette voiture de ce côté-là. C'est vraiment quasiment du sans faute, hein. C'est très moche mais très utile. Comme souvent les Japonais nous offrent la joie d'une trappe à essence qui s'ouvre de l'intérieur et qui se situe côté gauche. Donc ça c'est une originalité toute japonaise, rien d'exceptionnel. Je voulais quand même le montrer. Autre point attirant les propriétaires de monospace quand vous en cherchez un, c'est le coffre. Alors pareil, la première approche du coffre nous donne l'impression qu'on va avoir un coffre de taille assez modeste. On peut voir là ici le petit dessin pour savoir comment accrocher le troisième passager à l'arrière. Donc le coffre, il est assez étonnant. Donc là c'est une tablette souple, hein. Encore une fois, comme souvent chez les Japonais, tablette souple. Bon, je veux dire, il est somme toute très correct. En plus, là, les gros appuis-têtes, ils font presque office de protection contre les gros objets qui pourraient passer dans l'habitacle. Là, bon, ces appuis-têtes font ça. Le coffre paraît pas très profond. Il est assez embêté par les deux passages de roues assez proéminents. À un moment donné, il faut bien caser les roues quelque part. Donc, il est assez décevant de ce côté-là, j'ai l'impression, par rapport à un Scénic. Hein. Encore une fois, là, on met largement tout ce qu'on veut là-dedans. Il n'y a pas de souci. Là, le dernier point, c'est que cette voiture nous offre la joie, si j'arrive à décrocher ça et ça, d'une magnifique galette. Voilà, donc on peut le constater ici, hein, un pneu Continental encore d'époque. De chaque côté, à droite et à gauche, que le coffre bénéficie de petits crochets. Il n'y en a pas à l'avant. Et il y en a également deux, hop là, si j'arrive à mieux centrer ma caméra, on en a également deux ici. Voilà, mais sinon, il n'y a pas grand-chose. D'un point de vue du coffre, la modularité, elle est très, très en deçà de ce qu'on pourrait attendre d'un monospace, surtout très moderne. Et là, ici, on va trouver un petit rangement supplémentaire. Par contre, ce qui est pas mal, c'est le système de banquette arrière rabattable. Alors, la banquette, j'ai testé, la banquette se démonte. On peut enlever la banquette complète. Elle tient avec des vis de 15. Donc jusqu'ici, tout va bien. Mais si on ne veut pas enlever la banquette, parce qu'elle pèse quand même relativement lourd, il y a plusieurs fonctions. Donc soit ici, on peut rabattre la banquette de manière classique, je dirais. Voilà, comme toutes les voitures. Et si je m'énerve et que j'enlève les appuis-têtes, voilà, donc j'en enlève un, j'en enlève deux. On peut voir qu'il y a une main très facilement. J'ai enlevé les deux appuis-têtes, c'est juste pour le test, hein. C'est juste pour montrer, de l'autre côté aussi ça fonctionne. Ici, j'ai une tirette, je fais ça avec ça. Là, je tire de l'autre côté. Et papa, j'ai un plancher plat. Là, j'ai un beau plancher plat des familles. Et là, je peux en mettre. Et de l'autre côté, ça fait évidemment la même chose. Donc, c'est plutôt pas mal. Et j'ai l'impression que les trous qui sont là, c'est pour caser. J'ai pas essayé. Est-ce que les trous qui sont au bout de la banquette, ce ne serait pas pour mettre l'appui-tête? Non, ça aurait été trop beau. Voilà donc un coffre d'une contenance et d'une capacité qui visuellement au premier abord semblait décevante. Un espace à bord à l'arrière très conséquent pour la taille du véhicule à l'extérieur. De toute façon, on va mesurer tout de suite avant de montrer ce que nous cache le capot moteur. Nous offre une longueur de 62 cm. Et au plus petit, hein, je le prends exprès volontairement. « 62 par 80 », mais vous l'aurez compris, là je pense que je rajoute de chaque côté 25 cm si je veux. Sur la partie basse c'est petit, c'est 80. Sur la partie haute, franchement ça va faire... Bah, je peux le mesurer comme ça pour le sport, même si ce ne sera pas sur le tableau.
1m23. J'allais dire, ça allait faire 1m25 et j'étais pas bien loin. Le panneau de porte en largeur au coude, on obtient on a 1m31 en largeur au coude et en longueur pour les genoux, j'ai appuyé un peu vite mais en gros on a 60 cm. Sous le capot, on va découvrir un énorme moteur de 1300 cm3, 2 cylindrés. La voiture là, a 90 000 km. 1300 cm3, 85 chevaux, 16 soupapes, boîte 5 vitesses, manuel, avec marche arrière supplémentaire. Quoi dire de plus? C'est un système à courroie, contrairement à beaucoup de véhicules japonais où c'est des systèmes qu'on va qualifier de système à chaîne. Là, sur cette Mitsubishi, c'est donc un système par courroie. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire, si ce n'est que, contrairement à beaucoup de monospaces, voilà, quand je prends une vue un peu plus haute, j'ai un compartiment moteur extrêmement dégagé. Le code moteur, pour ceux que ça intéresse, c'est le 4G13. Voilà, donc c'est ce qu'on pouvait dire sur ce moteur. On va aller l'essayer sur la route pour se rendre compte de ses qualités dynamiques. Nous voici donc au volant de notre monospace de sport japonais où je confirme qu'on est toujours très bien installé à bord. Il n'y a pas de souci. On a toujours une très bonne vision. On va qualifier de périphérique. Ça c'est bien, première chose qu'on voit. Et la première chose qu'on entend, c'est le moteur. Il est à la manière des voitures des années 90. On l'entend. Moi ça me dérange pas. Surtout quand c'est du petit moteur atmosphérique. Essence. C'est sûr que c'est un peu plus chiant quand c'est du diesel atmosphérique. Donc pour l'instant, pas grand chose à dire. J'espère que ce qu'on m'a promis avec souvent des utilisateurs de véhicules japonais, essence, atmosphérique et multi-soupape, on m'a souvent promis des performances de premier plan. Et un agrément de conduite exceptionnel. Là pour l'instant je ressens rien de particulier de ce côté là. Je sens pas une volonté lyrique de ce moteur. Par contre je dois admettre que véritablement d'un point de vue du confort du siège alors, je suis pas très position de conduite monospace, moi c'est pas mon truc, et celle du Scénic 1 encore pire. Mais je dois dire que ma position de conduite dans cette voiture me ravit totalement. Je suis très bien installé, la commande de boîte est précise, donc ça je suis content également. La direction elle est à la manière des années 90, toujours suffisamment assistée et suffisamment lourde. On a fait
On a fait des directions assistées électriques dans les années 2000 dont je comprenais pas spécialement l'intérêt. Je le comprends toujours pas d'ailleurs. Trop de souplesse tue la souplesse. Et le problème des directions électriques, je trouve, moi, c'est quand déjà souvent au point milieu c'est assez flou. Et le feeling qu'on a avec la direction, il est pas génial. Alors, sur le dernier cri, ça va quand même un peu mieux. Bien que bon, ça apporte, à mon sens, pas grand chose de plus par rapport à ce système à huile hydraulique. Donc je suis bien installé, ça c'est agréable. Je vois très bien, ça c'est agréable. J'ai un chauffage qui marche bien et une clim qui marche bien, ça c'est agréable. J'ai une commande de boîte précise, ça c'est agréable. Une direction précise, ça c'est agréable. Pour l'instant, j'ai pas beaucoup de reproches à faire à cette voiture, hein, franchement. Je dirais même plus que c'est tout l'inverse. Je suis étonnamment surpris par la qualité générale de cette voiture. Là, je suis en 4ème à 50, moins de 2000 tours minute. Franchement, je lui reproche rien et je reproche encore moins de choses parce que bon, on pourrait reprocher 2-3 trucs, on va dire en termes de qualité de fabrication, etc. En termes de plaisir au niveau des yeux, mais alors je fais ça, il y a le pare-soleil, mais comme il y a le micro dans le pare-soleil, c'est un peu chiant, je vais pas le bouger. Donc je fais une Vatanen pour le soleil. Pour une fois que je prends un peu de vitamine D dans cette région boursouflante, et bah, je m'offre un peu de vitamine D. Donc franchement, qu'est-ce que je vais reprocher à cette voiture pour le moment? Bah, la banquette arrière un peu basse, si je devais aller chercher loin et chipoter. Un design extérieur assez loin du Nissan Almera Tino. Une autre beauté du pays soleil levant. Ça c'était un beau design. Ça c'était une belle caisse. Le Nissan Almera Tino. Et là vraiment je cherche les défauts. Donc il est moins beau que l'Almera Tino, intérieur extérieur. Il est avec une banquette arrière un peu basse. Alors ce qui me déçoit là, c'est que j'ai une 207 devant moi qui m'empêche de profiter de mon moteur multi-soupape japonais. Parce que vous avez vu l'accélération, vu le montage vidéo, moi je ne l'ai pas encore tourné. Je sais pas le chrono là, je sais pas comment ce moteur de 86 chevaux japonais va pouvoir m'impressionner. Je suis fou, je tente la deuxième. C'est impressionnant. C'est impressionnant de lenteur. Je pense que la Golf GTI devant moi n'a qu'à bien se tenir au sujet de l'accélération de cette voiture. L'autre défaut de cette voiture, hormis l'aspect esthétique bien inférieur à mon Almera Tino précédemment cité, c'est que
moteur a l'air assez faiblard en termes de performance, c'est assez dommage. On aurait aimé avoir un peu mieux de ce côté-là. Et il y a quand même une perte assez sensible. C'est ennuyeux. Donc, hormis ça, j'ai vraiment pas grand-chose à reprocher à cette voiture. Bon, évidemment, il y avait 2-3 boutades pour les gens premier degré. Calmons-nous. C'est une excellente voiture, ce Mitsubishi. Certes, le moteur... en fait, cette voiture, c'est un peu l'anti... avant d'essayer cette voiture, je me serais imaginé, tiens, pourquoi pas avoir un truc un peu pétillant en termes de moteur qui m'aurait surpris. C'est tout le contraire. J'ai essayé il y a quelques années une Nissan Almera 1,5 litre. On va dire que c'était assez drôle pour le peu de puissance qu'elle proposait. Là, pas du tout. C'est nul comme un 1,3 litre 86 chevaux d'un point de vue moteur. Japonais ou pas japonais. Par contre, tout le reste me surprend grandement dans ses qualités. Et c'est pour moi une excellente surprise. Et c'est un véhicule qui est bien meilleur qu'un Xara Picasso. J'ai jamais essayé sur la chaîne le Xara Picasso, mais voilà. Et qui est également bien meilleur que le Renault Scénic 1, dont la position de conduite douteuse me l'élimine quasiment directement. Donc ce Space Star, c'est quasiment introuvable sur le marché, mais au prix où c'est vendu et avec si vous cherchez un petit truc pratique, si vous cherchez un petit véhicule pratique, bah pensez-y, puisque pour le coup personne n'y pense et que c'est franchement un véhicule très surprenant dans ce qu'on lui demande de faire, c'est-à-dire aller d'un point A à un point B, charger des choses dans le coffre dans un confort et une fiabilité a priori intéressante, bien que le voyant moteur se soit allumé pour un défaut de capteur a priori très courant chez Mitsubishi, un capteur de température d'air, ce qui ne changera rien en performance de la voiture au moment où j'aurai changé le capteur. Donc c'est une voiture qui m'a créé beaucoup de surprises, dont je suis agréablement surpris, et j'aurais pas pu m'imaginer beaucoup mieux que les prestations qu'il m'a offert par rapport à avant que je l'essaye. Donc excellente surprise, comme il m'arrive parfois d'en faire, et ce Space Star en est une très très bonne et une très très grande. C'est très conseillé cette voiture. Voilà, merci à vous d'avoir suivi ce nouvel essai sur la chaîne Le Garage PTS. Merci encore pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter Le Garage PTS sur Facebook, YouTube et Instagram. Merci à vous, à bientôt.